J'aimerais commencer avec une première question. John, quel est le livre, selon vous, qui définit le mieux l'Amérique d'aujourd'hui? Moi, c'était un grand problème pour moi. Je ne lis pas énormément de littérature sérieuse. Euh, Moi, je dirais que ce n'est pas un livre, c'est les chansons de Bob Dylan. C'est l'œuvre de Bob Dylan qui peut-être fait un livre. Voilà, depuis son début dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il suit un peu les attitudes du pays. Ben, il les suit, il les crée. Enfin, Il les suit, il les crée, il les anticipe. Ouais. Voilà. David, selon vous, quel est le livre qui définit le mieux l'Amérique d'aujourd'hui, qui raconte le mieux l'Amérique Ben, d'aujourd'hui? moi, je vais aller vers Russell Banks, mais pas le Continental Drift, les continents à la dérive, mais Affliction. Parce que c'est un livre qui raconte quelque chose qui racontait avant la lettre, avant Trump et compagnie, la classe ouvrière blanche, mais pas ethnique, entre guillemets, rurale, et la violence entre hommes, surtout entre père et fils. Et puis c'est un livre révolutionnaire qu'on a un peu négligé parce que la violence contre les femmes ou dans la famille contre les femmes ou les filles, bon, on en parle beaucoup, on néglige le fait que ça se passe de l'autre côté aussi. Russell Banks c'est un grand, à mon avis, et ça c'est peut-être, bon, le meilleur, c'est difficile à choisir, mais Affliction. Dans la liste des ouvrages qui ont été soumis par les lecteurs dans la foulée de notre série États écrits d'Amérique, il y a beaucoup de livres qui pointent directement les oubliés du rêve américain, qui rappellent la Grande Dépression et l'état d'esprit qu'il y avait aux États-Unis à ce moment-là. Est-ce qu'on est dans ce contexte-là aujourd'hui? Qu'il y avait ou qu'il y a? Qu'il y avait à l'époque de la Grande Oui. Dépression. Est-ce qu'aujourd'hui, Ah oui, oui. le rêve américain, c'est réellement quelque chose qui n'existe plus, comme l'a d'ailleurs dit Donald Trump, pas plus tard qu'hier soir à la télévision? Moi, j'ai été très frappé par un livre canadien qui s'appelle Fire and Ice, d'un maître de sondage dont le nom est Adams, je ne me rappelle plus de son prénom, qui parlait des différences entre le Canada et les États-Unis. Et il disait qu'aux États-Unis, le Canada est très petit à côté des États-Unis. Aux États-Unis, il y a plus de gens progressistes que toute la population du Canada. Il y a à peu près un tiers du pays qui est enragé, qui vire vers la droite et puis l'extrême droite, qui trouve que leurs rêves ont été volés et qui blâment les étrangers, les gays, les noirs, mais un autre tiers qui est très ouvert au monde. Alors je pense que ça dépend de qui on parle. On a eu aussi beaucoup de romans sur la déception également des progressistes. Mais je ne sais pas, j'ai entendu une émission sur Tocqueville qui disait au début du 19e siècle que le rêve américain était l'argent. Et comparé à l'Europe, il n'y avait pas d'hierarchie sauf de l'argent. Mais je pense que pour ce tiers, pour ceux qui sont progressistes et relativement aisés, le problème n'est pas l'argent en tant que tel. Donc c'est pas ça le rêve. C'est un rêve d'épanouissement personnel, très individualiste. Alors, moi, je dirais que pour comprendre les États-Unis, il faut lire Thoreau, il faut lire Walden et Moby Dick. C'est les deux livres de Melville, qui sont des livres qui ne passent pas dans la société américaine, mais qui se passent en dehors. Et que le grand rêve américain, c'est de sortir de la société et de faire des découvertes cosmiques. Quasiment. C'est le dépassement de soi. C'est le dépassement le ou la découverte de oui. soi. Oui, c'est très oui. New Age, si vous voulez. Oui, oui. Non, c'est les transcendentalistes de Emerson, Thoreau et compagnie, et un genre de mysticisme qu'on a un peu négligé. Moi, quand quelqu'un me dit que ce soit vous ou un politicien, le rêve américain, ma première pensée, c'est de quoi vous parlez. Enfin, c'est quoi ce rêve, finalement? Est-ce que c'était... Enfin,
j'allais dire le rêve de ma famille immigrante, mais ils n'avaient pas vraiment de rêve. C'était, marche ou crève. Enfin, vous restez ou vous mourrez, ou vous quittez et vous vivez, vous ne savez pas encore comment. Mais bon, ça, c'est pas du rêve. Ensuite, j'ai jamais vécu avec le rêve autour de moi. Enfin, le rêve... Dans mon quartier, c'est bon, est-ce qu'on va pouvoir payer le loyer, on peut payer la carte de crédit, enfin, s'il n'y a pas de carte de crédit, mensualité et tout ça. C'était moment par moment. Et puis, alors je suis un peu sceptique sur cette idée de rêve, sauf comme outil à manipuler par ceux et celles qui veulent avoir le pouvoir. Comme composante d'un discours populiste, un peu, le rêve américain. Non, c'est sûr, ce que mon collègue dit, c'est sûr que de quitter la société, de se réinventer, c'est peut-être la clé. Et puis, dans un des livres que vous citez, Les continents à la dérive de Russell Banks, c'est justement ça. Et c'est sûr que c'est une quête qui va s'échouer. Mais il faut aussi voir que ces tentatives de se réinventer, comme dans le cas de Huckleberry Finn, sont créées par le traumatisme. Dans ce cas-là, c'est la violence du père, qui est un vieux soulard, contre le petit Huckleberry Finn, qui feint sa mort pour quitter sa famille. Ouais. Dans les livres proposés, il y a Le complot contre l'Amérique de Philip Roth, qui est sorti en 2004. C'est un livre, c'est une uchronie. Il est question là-dedans de la victoire de Charles Lindbergh, l'aviateur, face au lieu de Franklin Roosevelt, un rapprochement avec Hitler oui. et l'installation d'un régime fasciste aux États-Unis. Quand on regarde la campagne actuellement, là, Donald Trump, ses rapprochements avec Moscou, est-ce qu'on est en train de réaliser une uchronie comme celle-là? Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce que la réalité se rapproche de cette fiction? Je ne sais pas si c'est particulier aux États-Unis de vivre, il me semble, régulièrement des traumatismes. Moi, j'avais 11 ans. On est nés la même année, dans la même ville, Chicago. Okay. À 11 ans, c'était l'assassinat de Kennedy. J'ai toujours, très profondément en moi, en tant qu'Américain, l'impression que si cet événement n'avait pas eu lieu, toute l'histoire du pays aurait été complètement différente et bien meilleure. Puis, c'est chaque fois un attentat, une attaque de l'extérieur qui apporte au pouvoir la droite aux États-Unis. Reagan, d'abord, et puis évidemment George Bush, le deuxième. Oui, on verra très bien. La grande différence avec le nazisme, c'est que c'est tous les Allemands qui avaient été indoctrinés depuis, je ne sais pas, 30 ans ou 40 ans, certainement depuis la Première Guerre, mais bien avant, à l'antisémitisme, à un racisme scientifique, en grande partie inventé par des Américains et des Britanniques. Et c'était toute la population qui était propagandisée. Aux États-Unis, on a l'impression que c'est à peu près un tiers de la population. Donc on verra ce qui se passe si Trump est élu. Ça serait intéressant dans le sens du proverbe chinois, dans la malédiction chinoise, que vous puissiez vous vivre dans des temps intéressants. Oui. Le seul espoir, si Trump est élu, et puis je ne pense pas qu'il va exclure cet événement, pas du tout. Surtout depuis le coup d'État de l'FBI. Oui. C'est que l'exécutif, c'est-à-dire le président, c'est la branche la plus faible de la structure fédérale, comme on a vu avec Obama, qui était vraiment les mains liées. Oui. Donc, remarque, Trump est peut-être plus fort par sa personnalité qu'Obama, mais je sais pas. Enfin, il y a tout ce concept de la nation qui n'est pas vraiment natif en Amérique du Nord, et c'est un problème du nationalisme québécois quand on veut parler du peuple ou de la nation. Enfin, c'est des concepts importés d'Europe qui ont vu le jour dans le 19e siècle avec tout ça.
et qu'on n'a pas en Amérique du Nord. Et puis on va voir si, au-delà des Make America Great Again et toutes sortes des slogans, s'il y a quelque chose à faire avec cette nation pour la pousser vers une droite plus dangereuse. Je ne sais pas. Et il faut demander, c'était quand l'Amérique a été great la première fois? Oui. Pour qu'on le fasse great encore une fois. Il faut établir la base. Ben, je pense que c'est peut-être sur les champs de bataille dans la Deuxième Guerre. Ou dans les années 50, juste après. Oui. C'est ça que... Dans les livres soumis par les lecteurs, il y a beaucoup le thème de la paranoïa, la peur de l'autre, le repli, traverse à peu près une dizaine, quinzaine de livres soumis. Est-ce que ces thèmes-là sont des thèmes porteurs pour la littérature et le roman, ou est-ce que ça incarne réellement une angoisse collective aux États-Unis en ce moment? Je me demande jusqu'à quel point c'est vrai de la littérature sérieuse moderne, au moins depuis 30 ans. Est-ce que les grands romans britanniques ou français sont moins dépressifs que les grands romans américains? J'ai presque l'impression que les romanciers américains font partie d'un monde international et que On l'espère. et écrire un roman vraiment cheerful et plein de joie serait très mal reçu. Je ne sais pas. Oui, c'est ça, parce que... Être drôle, ça va. Oui. Mais il faut être drôle dur. Cynique un peu. Cynique un peu, oui. Sinon, on a l'air nounoun. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature très, très positive, et puis tout le chick lit, beaucoup de littérature romantique et tout ça, qui se vend très, très bien. Mais quand on veut se présenter comme des hommes et des femmes sérieux, il faut aller voir je ne sais pas comment il s'appelle, là, le Jonathan Franzen et tout ça, que je trouve un peu lourd. Mais avec sa dépression vraiment sans source, mais qui est un peu flottée. Enfin, je parle du début de les corrections. Ouais. Ça flotte dans les airs. Ouais. Tandis que la dépression, c'est pas un gaz qui flotte dans les airs. Enfin, peut-être pour lui, mais pas pour moi. Donc, c'est sûr que si moi, je veux faire du roman, et c'est ce que j'ai fait, je veux faire comme du noir, je vais faire du tordu, parce que c'est plus intéressant pour moi et pour mes lecteurs. Mais il y a des fins heureuses aussi que j'ai écrites. Même. Donc vous diriez que ça distord un peu la réalité de ce que l'on vit en ce moment à l'intérieur de l'Amérique, qui est moins angoissé, moins torturé, moins apeuré que la littérature le révèle. Je pense que ça dépend où on est, dans quel milieu. J'ai l'impression que les jeunes sont beaucoup moins angoissés s'ils peuvent trouver un job. Tous les mouvements contestataires, c'est des gens qui contestent parce qu'ils pensent que ça doit être mieux. Pour revenir à Bob Dylan, il y avait une entrevue avec Christopher Ricks, qui est un des critiques littéraires sérieux, qui a toujours pris au sérieux Bob Dylan, et qui parle d'une vieille chanson de Bob Dylan contre l'injustice. Un homme blanc qui tue une femme noire et qui reçoit 6 mois de prison pour ça. Mais Bob Dylan est tellement outragé par ça, parce qu'il pense que ça doit être mieux. Pardon. Et je sais, quand j'étais petit, j'ai appris que les États-Unis n'étaient pas comme les autres pays parce que ce n'était pas basé sur une ethnie, mais sur des principes d'égalité, de justice, etc., que c'était d'abord des idées. Et donc, je suis toujours surpris et choqué de voir, par exemple, que l'ex-président Bush était contre l'idée de chanter l'hymne national en espagnol. C'est précisément les idées de Jefferson et compagnie qui est... si ça vaut quelque chose, on doit la chanter dans toutes les langues possibles.
plutôt que de se refermer sur une ethnie particulière. Un pays qui repose sur des idées, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les idées communes sont plus difficiles à définir de manière collective? Est-ce que c'est ça le nœud du problème, le fait qu'on n'arrive plus à saisir les idées partagées collectivement et que ça a été fragmenté? Peut-être l'éducation est à blâmer. Quelque part, on a oublié de dire que la base du pays, c'est la Constitution. C'est un papier, enfin un document. Du 18e siècle, oui. Révolutionnaire du Oui. 18e siècle. Mais est-ce qu'on enseigne encore cela? Je ne sais pas. Je n'ai pas été à la petite école là-bas depuis longtemps. Peut-être. Moi non plus. Oui. Dans les livres soumis, il y en a un qui m'a étonné, vous a étonné aussi, c'est la Bible. Oui. Est-ce que pourquoi s'en étonner qu'on ait posé ça comme étant un livre qui définit l'Amérique d'aujourd'hui? Pourquoi le lecteur? C'était un lecteur qui a proposé la Bible. Ouais. Oui, ben ça, il y a un peu de tout, comme on sait, et puis c'est sûr que c'est plutôt le Nouveau Testament qui... Ben, non, c'est pas... Non. Est-ce que je peux arrêter, faire marche arrière? Je pense que c'est un choix judicieux. Choix judicieux? Oui, oui. Je pense que c'est un pays qui vraiment, comme un autre pays qui est beaucoup critiqué de nos jours, qui se basait sur l'idée que Dieu a voulu cela. Et puis, bon, les pèlerins de Pilgrims, les premiers enfin, c'est pas les premiers immigrants, mais ouais. Très tôt dans l'histoire, avant l'indépendance, c'était des gens qui voulaient se jeter dans les terres sauvages pour être plus proches de Dieu. On les appelle maintenant les puritains, ce qui est devenu un peu comme une insulte, mais c'est quand même un grand mouvement. C'est l'Action de grâce. On célèbre ça tous les ans et c'est une fête très sérieuse aux États-Unis. Oui. Et c'est vraiment... on dit, toi, tu es puritain parce que tu ne veux pas boire autant que moi ou quelque chose, ou blablabla, tu es puritaine parce que tu ne veux pas, etc. Mais il faut étudier ces gens-là. Et d'ailleurs, il y a Pierre Neveu qui a fait quelque chose sur ça, qui maintenant, sur les espaces sauvages d'Amérique. C'est un vieux livre. Et lui a compris quelque chose sur les puritains, et c'était vraiment, encore une fois, des mystiques. Je vais aller dans la forêt, je vais être avec la noirceur de la forêt, pour être plus proche de Dieu, pour avoir cette conversation sans intermédiaire, sans pape, sans prêtre, etc. Et c'est vrai que c'est un peu fanatique. Mais c'est aussi une contradiction, parce qu'on peut lire ça comme une sorte de fondation religieuse, mais on peut aussi lire ça comme un pays qui reçoit ces gens et les laisse faire, et donne de l'espace pour tout le monde de s'épanouir à sa façon, sans imposer une religion centrale ou une façon de pensée centrale au-delà de certains droits. Mais les contradictions sont flagrantes. Évidemment, c'est un pays volé de gens qui étaient déjà là, qui étaient traités de non-existants. C'est un pays qui a été fondé dans un compromis avec des esclavagistes, avec des États, on déclare « All men are created equal ». Et le monsieur qui a écrit ça avait des esclaves. La contradiction est fondamentale. On avait l'impression, après la guerre civile, et petit à petit à travers le XXe siècle, qu'on sortait de ça, qu'on réglait quelques-unes de ces contradictions. Et là, ça revient en force. Une dernière question que j'ai pas mis sur la feuille, parce que je voulais vous surprendre avec ça. Étonnez-nous. Si on devait écrire un livre aujourd'hui qui racontait l'Amérique d'aujourd'hui, il parlerait de quoi, ce livre-là? Moi, je pense que ça serait une épopée. Pas nécessairement en vers, mais une épopée qui traitait différents groupes, qui se passerait peut-être dans un campus universitaire, dans une petite ville universitaire, College Town, avec des gens très progressistes de gauche, qui auraient aussi un côté
d'extrême droite, il faudrait que ça soit vaste et que ça, contre la tendance, je dirais que ça ne doit pas être basé sur un individu. Ça ne sera pas pour une fois un individu qui se découvre, mais plutôt une épopée où c'est vraiment la fresque qui compte. Avec ses contradictions. Au centre, les contradictions. Ouais. David? Ben, moi, j'irais encore, je ne vais pas vous étonner en proposant quelque chose de plus spirituel, mais par ça, je veux dire, comme une ville, si vous voulez, votre ville universitaire, où chaque homme et chaque femme est une église en soi, et une sorte de guerre ou alliance, ou enfin, une sorte de concurrence entre des messies possibles. C'est un peu une comédie. Ça devient vite meurtrier, je pense qu'on le devine. C'est un peu sur la libération personnelle. Nous, des anciens combattants des années 60 aux États-Unis, où il fallait à tout prix se libérer, même à tout prix. Ce serait un peu ce genre de comédie, mais comédie pas forcément qui finit bien, mais je pense que ça va finir bien. J'ai envie peut-être avec l'âge d'avoir une fin heureuse. Parce que je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir à la fin de mon roman. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conversation.